Entre la monumentale critique de la raison pure de Kant et l'émergence foudroyante de l'idéalisme allemand, une figure singulière a posé les jalons d'une remise en question absolument radicale. Cette analyse est consacrée à Salomon Maïmon. C'est un penseur fascinant dont l'œuvre ne se contente pas de commenter sagement le kantisme, mais en éprouve, au contraire, les apories les plus profondes. Dès le départ, il faut bien cerner les limites du système kantien que Maïmon identifie avec une lucidité implacable, l'impossibilité de surmonter ce dualisme entre la réceptivité de notre sensibilité et la spontanéité de notre entendement. Sans parler du statut pour le moins problématique de la fameuse chose en soi, cette réalité supposée exister de manière totalement indépendante de notre conscience. Or, Maïmon lui-même définit son projet d'une manière qui peut paraître vertigineuse. Lisons cette citation. « Il était naturel que je m'arrête à un système de coalition où Spinoza, Hume, Leibniz et Kant se concilient. Ce n'est absolument pas un éclectisme superficiel, bien au contraire. Le défi philosophique qu'il se lance est colossal. Comment peut-on espérer concilier le dogmatisme rationnel d'un Leibniz ou d'un Spinoza, qui postule que le réel est intégralement intelligible, avec l'empirisme sceptique d'un David Hume, pour qui nos connaissances causales ne sont que de simples habitudes? Et tout cela en maintenant fermement le cadre méthodologique transcendantal fondé par Emmanuel Kant. C'est précisément à la résolution de cette tension extrême que s'attelle l'édifice conceptuel de Maïmon. Pour comprendre cette architecture, nous allons suivre un cheminement précis. D'abord, la genèse de ce penseur charnière, puis sa critique du criticisme, le nœud du problème avec le quid juris et le quid facti, la solution de l'entendement infini, le retour inévitable au scepticisme et enfin, l'actualité de cette pensée. Commençons donc par la genèse d'un penseur charnière de la Lituanie aux Lumières allemandes. Né Shlomo ben Yehoshua dans la Lituanie de 1753, le parcours de cet intellectuel est marqué par une rupture fondatrice. Éduqué dans la plus stricte tradition talmudique, son esprit profondément rationnel se heurtait très vite à l'orthodoxie religieuse de son milieu. Il prend alors une décision radicale, il quitte sa famille et ses racines pour marcher vers Berlin. Berlin, c'est alors l'épicentre absolu des Lumières allemandes, l'Aufklärung, et de la Haskalah, les Lumières juives. Là-bas, il croise le fer avec des figures majeures comme Moses Mendelssohn. Ce passage physique d'un univers traditionnel clos à l'avant-garde intellectuelle de l'Europe provoque un choc conceptuel majeur qui va forger sa méthode philosophique, une méthode d'une intransigeance rare. D'ailleurs, l'abandon de son patronyme d'origine pour adopter le nom de Maïmon en 1784 est tout sauf anecdotique. C'est un acte d'engagement philosophique pur. C'est un hommage direct au grand philosophe médiéval Moïse Maïmonide, l'auteur du Guide des égarés. Ce choix d'identité ancre définitivement sa pensée dans un rationalisme rigoureux. À l'instar de Maïmonide, qui cherchait à concilier la foi avec la raison aristotélicienne, Salomon Maïmon fait primer l'exigence de la perfection intellectuelle et l'explication rationnelle sur toute forme de dogmatisme aveugle. Examinons maintenant le cœur de sa réflexion, sa critique du criticisme et le paradoxe kantien. En 1790, Maïmon publie son essai sur la philosophie transcendantale. Et là, il s'attaque frontalement au dispositif kantien, plus spécifiquement à une pièce maîtresse de la critique de la raison pure, la déduction transcendantale des catégories. Kant tentait d'y prouver que nos concepts purs s'appliquent nécessairement, a priori, aux objets de l'expérience. Mais Maïmon vient sonder cette démonstration avec méfiance. Comment pouvons-nous être absolument certains que cette application n'est pas qu'une simple illusion psychologique? Il exige de Kant une justification beaucoup plus radicale quant à la validité objective de notre connaissance. Ce qui nous amène directement au nœud du problème épistémologique, la fameuse distinction entre le quid juris et le quid facti. La question fondamentale, le gouffre philosophique devant lequel se tient Maïmon, c'est l'hétérogénéité de nos facultés cognitives. Kant avait établi une séparation étanche. D'un côté, nous avons la spontanéité de l'entendement, qui produit activement des concepts purs. De l'autre, la réceptivité de la sensibilité qui, elle, est purement passive et reçoit des intuitions matérielles. Mais alors, comment justifier logiquement l'application d'une forme intellectuelle a priori, strictement rationnelle, à une matière sensible a posteriori, qui est contingente et par nature radicalement étrangère à ce concept? Pour formuler cette critique, Maïmon s'empare de la terminologie juridique que Kant lui-même utilisait, le quid facti, la question de fait, et le quid juris, la question de droit. Kant postule que l'expérience, les mathématiques et la physique pure existent indéniablement. Pour lui, c'est un fait établi et il en déduit le droit de les fonder. Maïmon renverse totalement cette logique. Il affirme que le simple fait que nous percevions une succession d'événements ne nous donne absolument pas le droit légitime, le quid juris, d'y appliquer un concept nécessaire comme celui de causalité.
Si nous sommes incapables de comprendre comment cette synthèse s'opère intimement entre le concept et la matière, alors le fait même de l'expérience objective devient philosophiquement infondé. Pour surmonter cette hétérogénéité, Maimon propose une solution métaphysique, audacieuse, l'entendement infini, d'inspiration leibnizien, spinoziste. Il part d'un constat simple. Pour un esprit humain, c'est-à-dire un entendement fini, le concept et le donné sensible resteront toujours irrémédiablement hétérogènes. La synthèse sera toujours incomplète. Mais pour résoudre le dualisme kantien, Maimon propose d'invoquer, sur le plan métaphysique, un entendement divin, infini, et s'inspire ici de la distinction de Spinoza entre nature naturante et nature naturée, et de l'intellect divin chez Leibniz. Pour cet entendement infini, il n'y a aucune réceptivité passive. La réalité et le concept y fusionnent de façon absolue. Ce que nous, humains, percevons passivement comme un donné matériel est en réalité intégralement produit et déterminé par l'acte même de cette pensée infinie. L'intuition n'est donc, au fond, rien d'autre qu'un concept parvenu à son achèvement parfait. Et c'est précisément ici que s'articule le concept le plus rigoureux et sans doute le plus brillant de Maimon, la différentielle de la conscience. Il emprunte directement au calcul infinitésimal de Leibniz pour forger une véritable méthode d'explication de la sensation. Pensez-y. Tout comme une courbe mathématique est calculée par ses éléments différentiels, des quantités infiniment petites, les fameux dx et dy, Maimon postule que nos sensations, matérielles conscientes, naissent de perceptions subreprésentationnelles analogues aux petites perceptions de Leibniz. La différentielle exprime la règle d'engendrement de l'objet. Ce qui nous apparaît comme un donné brut, inexpliqué, est en fait le résultat d'une règle de production intellectuelle continue. La différentielle devient la métaphore mathématique parfaite de l'évanouissement de la frontière entre la forme et la matière, montrant comment notre entendement fini participe, de manière asymptotique, de l'entendement infini. Cependant, cette vertigineuse construction théorique mène à une aporie finale, le retour au scepticisme empirique huméen. L'ironie tragique du système de Maimon réside dans son implacable honnêteté intellectuelle. Pour sauver l'édifice kantien de ses propres contradictions, il a dû invoquer un entendement infini. Or, la condition humaine n'est, par définition, pas infinie. Par conséquent, cet entendement divin ne peut être pour nous qu'une fiction heuristique, une idée régulatrice au sens de Kant, mais jamais une réalité cognitive que nous pourrions habiter. Puisque nous n'avons aucun accès direct à cette intellection infinie des règles qui produisent le monde matériel, la déduction objective de notre expérience empirique demeure à tout jamais impossible à garantir. Le résultat systématique de cette réflexion est un retour inexorable au scepticisme empirique de David Hume. Maimon maintient fermement que les mathématiques conservent une certitude absolue a priori, car c'est nous qui en construisons intégralement les objets et les règles. En revanche, dès qu'il s'agit du monde physique et de l'expérience concrète, les jugements synthétiques a posteriori perdent cette nécessité stricte que Kant voulait à tout prix leur assurer. Les lois causales de la nature ne relèvent plus d'une déduction transcendantale indubitable, elles retombent au simple statut de probabilité fondée sur l'habitude de l'esprit humain. Abordons pour conclure les limites et l'actualité philosophique de ce penseur charnière. L'héritage de Maimon opère une synthèse littéralement inouïe dans l'histoire des idées. Observez cette architecture. Il parvient à utiliser la méthode transcendantale de Kant, en exigeant de répondre au problème du quid juris, tout en y injectant la métaphysique rationaliste de la différentielle de Leibniz et Spinoza. Il maintient l'exigence intellectuelle la plus stricte héritée de Maïmonide, tout en reconnaissant avec une immense lucidité, aux côtés de Hume, que le domaine physique restera irrémédiablement entaché d'incertitude pour notre esprit fini. C'est un véritable tour de force conceptuel. Et il est fondamental de noter la réaction de Kant lui-même face à cette œuvre. Tout en saluant une pénétration d'esprit exceptionnelle chez son critique, Kant a qualifié l'entreprise de Maimon de spinozisme. Ce diagnostic critique s'est révélé incroyablement prophétique pour la suite de l'histoire de la philosophie. Car en cherchant à résorber le donné sensible matériel dans l'activité absolue de la pensée, Maimon préparait directement le terrain à Johann Gottlieb Fichte. Fichte tirera la conclusion radicale des apories soulevées par Maimon. Il éliminera totalement cette notion si gênante de la chose en soi, pour fonder l'idéalisme allemand exclusivement sur l'activité créatrice et absolue du moi. Finalement, la pensée de Salomon Maimon résonne encore puissamment aujourd'hui, notamment au cœur de l'épistémologie contemporaine et de la philosophie des sciences. Son scepticisme profond quant à notre capacité à garantir l'application de concepts mathématiques purs aux données chaotiques de l'expérience préfigure nos propres interrogations sur l'efficacité, parfois déraisonnable, des mathématiques dans la physique moderne.
L'incapacité conceptuelle, si rigoureusement démontrée par ce penseur exigeant, à fonder avec une absolue certitude l'application de notre pensée rationnelle au monde matériel, n'est-elle pas, au fond, la frontière indépassable de tout rationalisme? C'est une question qui mérite que l'on s'y arrête longuement.